Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, pour ce soir, nous recevons autour de son ouvrage intitulé Ray d'espoir comme saveur de liberté, suivi de clair-obscur de notre conscience. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, le professeur Marcelin Issaka Traoré. Il est professeur du lycée. Il a été également coordonnateur du centre de réhabilitation psychomotrice Djigiasso à Kati, un centre de prise en charge d'enfants en situation de handicap, également journaliste. Il a travaillé au centre des médias communautaires africains de Dédougou et au centre de communication multimédia Kantigia du diocèse de Nouna au Burkina Faso. Il a à son actif des œuvres inédites, entre autres la Vespérale au chant pour Binette, le signe d'Inadir, recueil de poèmes, rien que pour Arlette, qui est une nouvelle. Je vois sur la couverture de ce bouquin la silhouette d'un phénix, hein, un oiseau quand même qui est là, qui étale ses ailes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la symbolique de cet oiseau-là, monsieur Traoré? Bon, dire la symbolique, je ne le pourrais pas, parce que je ne l'ai pas choisi. Le choix est venu de l'éditrice, elle pourra dire peut-être, ou bien de l'infographe, je ne sais pas, hein, elle pourra dire quelque chose là-dessus. Mais quand je l'ai vu, je n'ai pas contesté parce que ça reflétait quelque part ce que j'exprimais dedans. C'est comme si cet oiseau-là, c'est un rapace, hein, voilà, avec ses serres. Voilà. Alors que ce que j'ai dit aussi, c'est comme si on enserrait quelque part le peuple, ceux qui n'ont pas de voix. Donc ça me convenait, je n'ai rien dit. D'accord, l'éditrice est là, je pense qu'elle va nous en dire plus par rapport au choix de cet oiseau et pourquoi cet oiseau sur la couverture. Alors je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, monsieur Traoré. Oui. Dans la note d'éditrice, j'ai vu qu'il y avait un club. Il s'appelait Le Messager. Donc vous étiez, si je peux me permettre l'expression, membre fondateur. Alors quel était le rôle de ce club et où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à ce messager-là? D'accord. Pour faire court, le messager n'existe plus depuis très longtemps même. On peut dire que je suis un des membres fondateurs, mais je ne suis pas le membre fondateur. Il y avait beaucoup. Je ne sais pas, je me suis retrouvé là-bas par hasard, parce que je ne sais même plus exactement comment je suis parvenu à intégrer ce groupe-là. Mais quand même, c'est à partir de là que j'ai fait la connaissance de Fatoumata Keïta, Madame Nyari. Hein? Et j'avais d'autres camarades comme Mamadou Dia et autres. Peut-être on se fréquentait, peut-être que c'est à partir de là que je suis venu. Mais quand même, on animait, ou bien Fatoumata et d'autres animaient une émission, l'ORTM, le coin du poète. Voilà. Et j'y ai participé quelques fois, peut-être que c'est à partir de là, je ne sais plus exactement, mais elle a une belle mémoire, elle pourrait revenir sur ça. Voilà. Toujours par rapport à cette note d'éditrice, je lis dans la page 10, Fatoumata, c'est elle qui l'a écrite. Elle dit « Aujourd'hui, c'est un immense et un réel privilège, pour moi, Fatoumata Keïta, d'éditer un des membres du Messager, Marcelin Issaka Traoré, à travers son recueil de poèmes Ray d'espoir comme sauveur de liberté, comme saveur de liberté, suivi de clameurs obscures de notre conscience. » Elle continue. Il a été mon premier correcteur. L'auteur que j'ai vu écrire depuis plus de 20 ans et qui avait toujours refusé d'éditer ses œuvres. Il le fait aujourd'hui sous mon insistance et celle de mes amis. Alors, la question qui me vient à l'idée ici, c'est pourquoi avoir attendu tout ce temps pour écrire M. Traoré? Surtout pour publier, parce que vous écriviez, mais ce n'était pas publié. Oui. Voilà. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour être aujourd'hui, pour être un auditeur, alors que tout vous présageait à être un grand écrivain? Bon, c'est un peu compliqué, hein, parce que moi, j'ai de tout temps cru que j'écrivais pour moi-même et pas pour les autres.
parce que mes écrits ont un lien intime avec ma personne. Tout ce qui est dedans fait écho à ma vie. Donc moi j'écrivais, et je n'écrivais que pendant les moments de tristesse. J'écrivais plus facilement quand j'étais triste. Donc j'écrivais, chaque fois j'écrivais. Comme pour dire que la poésie est l'expression des aspirations que ressent le peuple, voilà, le poète. Bon, vous pouvez le dire, ça c'est vrai aussi. Donc ce que j'écrivais, c'était mon état d'âme, parce que moi je suis timide, je ne sais pas si j'ai changé, mais je suis timide de nature. Donc je préfère écrire que plutôt de me confier à des personnes. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup écrit. J'avais un carnet intime que j'alimentais. Chaque fois j'écrivais dedans. Mais en ce moment je ne savais pas qu'un jour j'allais devenir poète. Je ne le savais vraiment pas. Voilà. Et ces écrits étaient là. Donc je ne publiais pas pour deux raisons fondamentales. La première raison, je l'ai dit, que ce que j'écrivais, je croyais que ça ne concernait que moi et ma vie. Et faire étalage de ma vie, ça me paraissait un peu, voilà, pas normal, quoi. En tout cas, ça c'est le mot. Deuxième fait, c'est que j'ai une plume qui est vraiment prémonitoire. Je n'aime pas écrire parce que ce que j'écris, même si je suis dans des moments de tristesse, j'écris des choses qui n'ont aucun rapport avec mon état d'âme du moment, mais des années plus tard, la chose arrive. Donc ce qui fait que j'avais peur, je n'écrivais pas. Ou quand j'écrivais, je ne publiais pas. Parce qu'en les publiant, on va croire autrement qu'il y a ceci, il y a cela. Donc je ne voulais pas, encore une fois, me découvrir aux autres. Voilà. Est-ce que vous rejoignez par là vos prédécesseurs, surtout les poètes romantiques, notamment Victor Hugo, qui pensent qu'ils sont des traits d'union entre le peuple et Dieu, parce que dans la fonction du poète de Victor Hugo, quelque part il dit Dieu lui parle à voix basse à son âme. Est-ce qu'il y avait un message divin entre Dieu et vous que vous ne voulez vraiment pas que le peuple sache? Non, il n'y a pas de message entre moi et Dieu. Non, non, et non. Vous non, le dites parce que vous refusez d'écrire parce que vous risquez de voir vos soucis se produire. Voilà, c'est dans cette optique-là que vous n'avez pas voulu écrire. Bon, c'est un peu compliqué. Peut-être que vous pouvez comprendre comme ça, mais moi, je n'ai jamais pensé que j'avais un lien particulier avec Dieu. Non, mais peut-être que Dieu se servait de moi pour faire passer des messages, je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Mais quand même, moi j'écrivais et au fil de mes écritures, il y a des choses qui revenaient et que j'avais déjà écrites. Peut-être avant de finir de traiter tout ça, on va arriver à certains points. Ok, alors j'ai vu dans ce bel ouvrage un poème qui dit ceci: que le vent qui t'emporte, sortant de cette bouche de fleurs et de feu, parcourt les cœurs et caresse les douleurs. En ces vers, j'ai mis mon âme, toute mon âme d'homme souffrant, qu'il plaise ou qu'il dégoûte, ils viennent d'un cœur ouvert et meurtri, qu'il blesse, puisque né d'une blessure. Surtout qu'il soit compris, même si l'incompris demeure le poète. Alors, Monsieur Traoré Isiaka, oui. Vous dites, apparemment vous ne savez pas tricher. Je ne sais pas. Tricher. Tricher, oui, ça c'est ma vie. Alors, vous dites dans la dernière partie, incompris demeure le peuple, le poète, pardon. Pensez-vous que le poète paraît incompris? Pas tous les poètes, le poète que je suis. À qui vous êtes? Voilà, je parle de moi-même. Je suis incompris. Sauf qu'en parlant de vous, vous parlez aussi des autres. Quelque part, oui. Okay. Quelque part, oui. Parce que je ne suis qu'un échantillon parmi tant d'autres. Voilà. Mais peut-être que les ressentis ne sont pas les mêmes, mais quand même, il y a des ressemblances et même des coïncidences. Voilà. Incompris parce que, pour la petite histoire, Madame Nyare Fatoumata qui est là, ça fait à peu près 25 ans qu'on est amis. Et toujours elle dit qu'elle ne me comprend pas. Si en 25 ans elle ne me comprend pas, peut-être que je suis incompris. Je ne l'ai pas dit pour rien. Et beaucoup de gens me disent qu'ils ne me comprennent pas. Pourtant, moi, je pense que je suis tellement simple que je deviens finalement compliqué. Voilà. C'est ça le mot. Mais quand même, même si les gens ne me comprennent pas, qu'ils apprécient à sa juste valeur ce que j'écris.
parce que c'est dans la douleur que j'ai écrit. Voilà. Je vous ai dit, tout ce qui se trouve dans ce livre-là est réel et m'a touché. Donc, même si moi, je ne suis pas compris par eux, qu'ils comprennent que les douleurs qui sont exprimées dedans sont des douleurs qui m'ont touché et qui peuvent être ressenties par tout le monde. Voilà. Donc, vous voulez dire au finish que vous n'écrivez que pour vous-même? Je l'avais dit et c'était ma conviction. Jusqu'à ce que certains arrivent à me faire croire que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Et finalement, j'y ai cru. L'exemple, c'est que cet ouvrage a été édité. Ça a été édité parce que Madame Niaré a tellement insisté. Je vous dis, ça fait presque 25 ans que Madame Niaré a mes écrits. Elle les lit, elle les relit, depuis qu'elle était élève au lycée. Chaque fois, elle me parle d'édition et chaque fois, j'ai refusé. Il y a une maison d'édition en France qui a pris contact avec moi pour la publication de mes œuvres. J'ai refusé. Et avant d'aller, la première fois, à participer à l'émission Le Coin du Poète sur la chaîne 2, un jour, j'écoutais, Fatoumata et les autres étaient en train de parler, d'animer l'émission là. J'écoutais et mon papa, paix à son âme, était à côté de moi. Et malheureusement pour moi, sinon heureusement, je ne sais plus, Alassane Diombele, qui était l'animateur de l'émission, a sollicité, a souhaité que moi je participe à l'émission. C'était vers la fin de l'année 96, je pense. 97, voilà. Merci Fatmata. En fin d'année. Il l'a dit et mon papa l'a entendu. Mon papa dit, mais tu devais participer à une émission, tu as refusé? J'ai dit oui. Il dit pourquoi? Il ne savait même pas que j'écrivais. Et quand je lui ai dit ça, il dit non, tu vas y participer. J'ai dit non. Il dit tu vas. Moi je dis pourquoi je vais? J'ai dit c'est moi qui ai écrit ces œuvres-là, mais je ne vais pas. Il dit c'est moi qui t'ai écrit, donc tu vas. Donc j'ai accepté. C'est comme ça que je suis allé pour la première fois à la chaîne 2 pour participer à l'émission. C'était en fin d'année, comme elle a dit, 97. Voilà. Ok, alors à la lecture de ce premier ouvrage, Elle d'espoir, voilà, et j'ai découvert à peu près une vingtaine de poèmes. Alors, est-ce qu'il y a un poème particulier dans ce poème, dans ce recueil? Et est-ce qu'il y a-t-il réellement une histoire particulière qui vous lie à ce poème? Dans tout le recueil. Tous les poèmes. Oui, tous les poèmes qui sont dedans, c'est une vraie histoire. Oui. Pas un seul poème, tous les poèmes. Mais est-ce qu'il y a-t-il un poème réellement dans le poème, dans ce recueil, avec lequel vous avez vraiment une histoire particulière que vous souhaiterez partager avec ce public qui est parmi avec nous cet après-midi, ce soir? Mais puisque je vous dis que tous les poèmes ont un rapport étroit avec moi. Maintenant, prenons un seul. En bas, j'ai écrit Vincent Traoré. C'est un neveu. Je suis parti à la chaîne 2 pour l'émission et au retour, j'avais eu un neveu. Voilà, on m'a informé que ma belle-sœur a accouché. Et aussitôt, j'ai écrit un poème que je lui ai dédié. Ça, c'est un cas concret, parmi tant d'autres. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce poème afin qu'on le dise au public pour qu'il puisse savoir de quoi il est question dans ce poème? Vous pouvez le lire, je ne sais pas trop. Quelle page? Fatmata peut nous aider. C'est quelle pour page, les pages. Il s'agit de quel poème? Je suis en train de chercher. Ok. Vous parliez de quoi dedans? De la naissance de cet enfant-là qui nous est venu. Comment il s'appelait? Cet enfant? Il s'appelle Vincent. Il porte le nom de mon papa. Ok. C'est mon père. Rapidement, le poème Vincent. Le poème dédié à Vincent, hein? Oui. Alors, un enfant nous est né, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok. C'est à la page 27. Un enfant nous est né. On a tous chanté. On a tous applaudi. Il l'a compris. L'enfant venant au monde, mais peut-être autrement. C'est cela la vie. C'est cela la poésie.
Prends le soleil du matin à témoin et couche-toi avec lui le soir. Le poids de la journée sur le cœur, remercie Dieu. Réveille-toi avec sursaut quand la lune devient adulte. Tu entendras le choral vespéral retentir. Des profondeurs de la nuit, c'est cela la vie. C'est cela la vie du poète, vie rythmée par la danse du soleil, les chants de la nuit et l'applaudissement des étoiles. À belles dents, la vie croque les humains. Et nous humains, nous ne cessons de croquer à notre tour les cœurs qui, avec amour, s'offrent à nous dans cette éternelle querelle de la dent et de l'herbe. Cette histoire qui tourmente l'humanité, je voudrais plutôt la victime que le pro. À Vincent Traoré, 10 janvier 1996. Voilà. C'est bien ça. Alors, ce poème, il est dédié à Vincent. Il y a une histoire donc particulière qui vous lie parce que c'est votre neveu. Oui. Ok. Alors, dans la lecture aussi... Et entre parenthèses, ce que je veux dire, c'est que, à part mon tout premier neveu, qui est d'ailleurs là, hein, Emmanuel, à part lui, tous les autres enfants qui sont nés, je leur ai écrit un poème. Parce que quand lui, il naissait, je ne faisais pas de poésie. J'écrivais, mais je ne faisais pas de poésie. Voilà. Et c'est par hasard, c'est lui qui est beaucoup plus lié à moi que les autres. Mais les autres ont reçu Emmanuel qui est là. Okay. Et c'est pourquoi le deuxième recueil là, Clair-obscur de notre conscience, okay, je lui ai dédié ça. À lui et... Tout le recueil? Oui, à lui et à sa femme. Okay. Vous pouvez le lire, hein? C'est dedans. Très bien. Je vais justement essayer de lire un peu une partie de ce recueil aussi, rapidement. Voilà. Page 55. Page 55, la dédicace justement. À mon cher neveu Emmanuel et à son épouse Salimatou. Ces vers ne valent certes pas grand-chose. Ils sont toutefois déchirés en maints endroits. Mon cœur tant éprouvé qu'il vous fasse donc plaisir autant qu'ils m'ont fait souffrir, car tout est réel qui est écrit ici. Voilà. Alors, je n'ai pas compris. Qu'ils nous fassent donc plaisir autant qu'ils m'ont fait souffrir, car tout est réel qui est ici écrit. Oui. Que voulez-vous dire par là? Je dis tout ce que j'écris, tous les poèmes que j'écris sont des poèmes qui sont nés de la douleur que j'ai vécue moi. Donc j'ai dit que ces poèmes leur fassent plaisir autant qu'ils m'ont fait souffrir. Voilà, c'est ça. Donc vous rejoignez là aussi un des grands classiques de la poésie africaine. Je voudrais dire ici Birago Diop, qui a dit que la poésie est l'écho sonore, je l'ai dit tantôt, des haines et des aspirations, non pas du peuple, mais du poète ici. Voilà, tout à fait. Ok, merci infiniment, monsieur Traoré Ishaka. À la lecture, j'ai aussi découvert, toujours dans la note de l'éditrice, que, évidemment, tous les enseignants, ceux qui sont là n'en diront pas le contraire, chaque enseignant avait un sobriquet. On avait des noms qu'on nous octroyait. Et je pense que vous, on vous appelait Batier. C'est bien ça? Oui, mais pas à l'école. Pas à l'école. Ça, c'est à la maison même. À la maison même. Et ça a une histoire aussi. Mais est-ce que vos élèves ne vous appelaient pas Batier de façon affectueuse aussi? Oui, et ce nom-là est venu de moi-même. Ah d'accord. Oui, parce que j'ai demandé un jour à mon papa d'où vient ce nom-là. Batier. Oui. Il a dit que dès que j'ai commencé à parler, quand on me demandait quel est ton nom, je disais Batier. Donc tout le monde m'a appelé Batier à la maison. Quand votre papa vous demandait comment vous vous appelez, pas mon papa seulement. Oui, tout le monde. Hein? Batier. Dans la tendre enfance, quand j'ai appris à parler, quand les gens me demandaient comment tu t'appelles, je disais je m'appelle Batier. Batier signifie quoi? Je ne sais pas. C'est venu comme ça. En tout cas, c'est le nom d'une ville au Burkina Faso. Ok. Je sais ça. Vous l'avez visité cette ville-là?
Non, je n'ai pas pu y aller. Okay. Et ceux qui y sont mes parents à plaisanterie. Parce que quelque part, je suis aussi burkinabé. Parce que mon papa est né près de Bobo Dioulasso. Mais il a servi ici pendant l'administration coloniale. Parce qu'il s'est installé à Kati en décembre 1947. Voilà. Le papa? Oui. Donc, ce qui explique un peu l'accoutrement dans lequel vous êtes cet après-midi. Non, mais ça c'est malien. Malien? Je pensais que c'était les façons d'en finir. Non, ça c'est purement malien. C'est Niaga. Ok. Très bien. Alors, monsieur Traoré Isiaka, alors, tout à l'heure, j'ai posé la question à savoir est-ce qu'il y avait un seul poème qui avait une histoire particulière. C'était le poème qui était dédié à Vincent. Il y en a plein. Ils ont tous en tout cas une histoire particulière, mais Vincent vous a plus en tout cas attiré. Alors moi j'aimerais bien savoir aujourd'hui, vous aviez justement été édité par les maisons d'édition Figura, dont la directrice nous fait l'honneur d'être présente avec nous. Est-ce qu'il y a un rapport particulier avec cette maison d'édition qui est les éditions Figura? Bon, Figura Édition m'a édité. Ça, c'est d'abord un premier lien, mais qui est venu s'ajouter à un lien qui existait entre moi et la fondatrice de l'édition. Ensuite, Madame Niaré aussi me confie la lecture de certains auteurs qu'elle voudrait bien publier. Voilà. Donc, je fais la lecture aussi. C'est un lien. Et je pense aussi que Figura Édition est mon enfant aussi. Voilà. Parce que 25 ans d'amitié, je ne peux pas la laisser seule avec Figura Édition. Donc je suis aussi le père de Figura Édition. Voilà. Surtout que vous ne voulez pas écrire, c'est elle qui vous a poussé jusqu'à aller vers l'écriture aujourd'hui. Voilà. Et surtout édité. Très bien. Alors dans le second ouvrage, Clair obscur de notre conscience, j'ai vu un poème, Revirement traumatique. Sentence solennelle et remue-ménage. Nous abandonnons. Les laudateurs ont le vent en poupe. Que devient notre patrie? Nous voyons les pas, mais ils s'arrêtent à mi-chemin. Nos bonnes intentions construisent un bouclier au-dessus de nos têtes quand l'ardente chaleur fait fondre, telles les ailes d'Icare. Nos espoirs d'un jour meilleur, notre ambition est notre plaie. Quand l'humilité en toute discrétion prend congé de nos actes, même sentence solennelle, même remue-ménage, nous abandonnons, clair obscur de notre conscience, la plaie béante dans l'entrejambe de notre disharmonie consommée est emboulée à notre pied. Elle est notre tripalium. Cassons-la. Que faut-il casser, monsieur Traoré, ici? Cette plaie-là qui est à l'entrejambe de notre conscience. Quelle est cette plaie? Nous allons la découvrir. On est en train de creuser. Là, nous sommes arrivés. C'est ici. Je suis encore plus citoyen ici, plus politique. C'est par rapport à la société. Et si vous allez un peu devant, vous trouverez d'abord que la première occurrence de plaie dans l'entrejambe de notre disharmonie consommée s'y trouve. C'est que nous avons des responsables qui n'ont pas souci de notre devenir. En réalité, ce sont ces responsables qui sont des plaies. Et ces plaies-là font notre malheur. Et j'appelle à ce que nous cassons cela. Parce que j'ai dit, c'est notre tripalium. Tripalium, c'est un instrument de torture. Donc, chez les Romains. Voilà. Okay. Donc, on est torturé de façon récurrente par nos responsables. Il faudrait à un moment que ces responsables qui constituent des boulets à nos pieds
qu'on casse ce boulet-là, pour qu'on s'affranchisse. Voilà. Alors, comment faut-il? Qu'est-ce que vous préconisez justement au peuple de faire afin de pouvoir casser ce tripalium dont vous faites allusion? Rien. Rien? Rien, je ne peux Rester rien. inerte? Non, moi j'écris, je ne peux qu'écrire. Hein. Et si vous aviez un message à passer au peuple? Non, je dis, je ne suis pas un militant, je ne suis pas un citoyen. Citoyen au sens plus engagé. Non. Moi, je n'ai que ma plume. Donc, j'écris. Mais dès lors que vous décidez d'écrire, ne pensez-vous pas que c'est aussi une façon de sortir d'autres des ténèbres? Oui, certainement c'est une façon. Mais c'est une autre façon. Je veux dire que je ne le fais pas comme les politiques. Je ne le fais pas comme les rebelles. Mais même si c'est une rébellion qui passe par l'écriture. C'est pourquoi je dis, si vous prenez la page 56, j'ai écrit notamment, nous ne sommes pas des politiques, nous autres. Avec notre angle de vision, parfois biaisé par l'émotion, nous revendiquons la part de bonheur du peuple, le petit peuple. Lisez entre les lignes, allez au-delà des dires, imaginez l'insondable. C'est seulement à ce prix que vous rencontrerez le peuple, le vrai et le petit peuple, qui est encore le peuple de Dieu. Je ne sais si c'est la colère qui me prend. Je ne sais si c'est de l'aversion ou autre dégoût face au mal vivre ensemble que traverse mon pays qui m'aveugle. Je suis loin d'être à l'aise. Contrairement aux militants qui s'engagent et aux rebelles qui prennent le maquis, nous autres usons de notre plume. Les actions des premiers se voient à court et moyen terme, tandis que pour nous autres, nous mourrons bien souvent sans voir se réaliser ce que nous prophétisons. Prophétisons quand même. Donc, je ne suis pas un militant, je ne sais pas le faire. Je vous l'ai dit, hein, quand l'AM naissait, dans les années 90, j'étais au lycée. Même les assemblées autres, moi je ne sortais pas. Hein. Je ne sortais pas, je n'ai jamais pu faire ça. Je ne sortais pas. Quand il y avait assemblée autre, moi je pliais mes bagages, je rentrais à Kati, tranquillement. Je n'ai jamais milité dans un parti politique, rien. Il m'est arrivé la première fois de voter, quand j'ai eu l'âge, c'était le temps de l'INJM, l'Union nationale des jeunes du Mali. Dans mon quartier, je suis parti pour voter. En fait, il y avait 2 candidats. Et il y avait 2 rangs. Ceux qui voulaient voter pour un tel faisaient ce rang. Les autres aussi s'alignaient de l'autre côté. Quand j'ai vu ça, j'ai eu le dégoût de la politique. C'était la période du parti unique, c'est bien ça? Du parti unique, okay. Voilà. Je venais d'avoir mes 18 ans. Je devais voter, j'étais très content. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas la peine. C'est cette façon qui vous a dégoûté et depuis? Ça m'a dégoûté. Et il a fallu attendre, je crois, 1992. Il y a eu un référendum. Hein, il y a eu l'élection présidentielle et le référendum. J'ai voté. Parce que je croyais encore à ça. Ensuite, j'ai été déçu encore. Il a fallu que j'attende encore, je crois, de 2013 ou bien, je ne me souviens pas exactement, pour aller voter encore. Et une fois encore, j'ai été déçu. Je me suis dit, je reste dans mon coin, j'écris. Même si je ne publie pas, je vais écrire. Voilà. Peut-être certains sauront que faire de mes écrits. Voilà. Très bien. Alors, en vous voyant dire ces mots, M. Traoré, j'ai comme l'impression que vous ne vous souciez pas de la souffrance des autres. Est-ce de cela qu'il s'agit? Non, c'est tout à fait le contraire. Je me soucie tellement des autres que, voyant mon impuissance à changer les choses, je me tais. Mais si tout le monde faisait comme vous, est-ce que les choses vont changer? Je ne sais pas. Tout le monde ne peut pas devenir comme moi. Voilà. Mais il faut que moi je sois moi-même. N'est-ce pas? Voilà. Et j'avais écrit quelque part, je ne sais pas trop. Lequel? Hein? Ce que je viens de dire là, je l'avais évoqué quelque part que
Si les mots pouvaient... Hein? J'ai dit par ici. Quelle page? Mon ami, page 21. Okay. Mon ami, c'est elle, hein? C'est l'éditrice. Mon ami, ces poèmes, je te les offre volontiers en espérant que tu y prendras plaisir. S'il n'y avait que des mots pour vivre heureux, j'aurais pu l'être. Les mots, malheureusement, trahissent. J'ai désormais opté pour le silence, la seule vraie richesse, car voulant signifier à la fois tout et rien. Justement, je lis la partie et quand je l'ai lu, je suis resté un peu perplexe, surtout quand vous dites dans la dernière partie, j'ai désormais opté pour le silence, la seule vraie richesse, car voulant signifier à la fois tout et rien. C'est ça. Comme pour dire que le silence c'est la meilleure façon de faire face au mot de la société. Pour moi, peut-être, jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Jusqu'à ce que les événements me démontrent le contraire. Sinon, moi, je pense que c'est pas la peine de parler. Moi, je vais écrire seulement et les laisser, c'est tout. Merci donc à M. Marcellin Isiaka Traoré pour ces précisions qu'il nous a données par rapport à ces deux ouvrages, notamment Ray d'espoir comme saveur de liberté, suivi de clameur obscure de notre conscience. Mesdames et messieurs, à présent, vous allez donc avoir la parole pour poser d'éventuelles questions, des contributions bien entendu si vous avez à faire à l'endroit de M. Marcellin Isiaka Traoré. Voilà, il y a une main qui se lève là-bas. Vous vous présentez, monsieur, et vous posez votre question. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sidibé Adama, je suis écrivain, auteur du livre Intense et éphémère, membre du groupe des jeunes écrivains Gelma. Je remercie monsieur Marcellin pour sa présence parmi nous ce soir au terrain littéraire et le public pour être là ensemble à suivre notre écrivain. J'ai deux questions. Ma première question, c'est l'histoire de monsieur que vous avez évoqué. Monsieur Kamisoko. Voilà, monsieur Kamisoko. Attends, j'ai une question. Allô Kamisoko. Oui. Voilà. Donc, compte tenu de cette histoire et de votre intervention, quelle est votre analyse sur la liberté? Votre analyse sur la liberté. Quelle définition donnez-vous à cette idée de liberté? Et ma deuxième question, c'est lorsque vous avez dit c'est dans la douleur que vous avez écrit, c'est pendant vos moments de colère que vous écriviez et que vous pensez que vos écrits c'est personnel. Donc, selon vous, quel est le moment d'inspiration pour un écrivain? Est-ce que c'est dans la joie, dans la douleur? Quel moment? Votre impression sur ça? Merci. D'accord, merci monsieur Sidibé. Mes félicitations parce que... Ah, d'accord, donc vous êtes en train de noter, hein? D'accord. Intervenir pour répondre à la question par rapport à la couverture, l'image, c'est nous qui l'avons choisi. Comme vous le voyez, pour nous, c'est un oiseau qui symbolise la longévité. Et c'était ça d'abord, la longévité, la fidélité dans ce qu'on fait. Et ça caractérise aussi le pouvoir de renaître de ces cendres, de renaître de ces douleurs. Et c'est ça le phénix. Et Marcellin, je l'ai connu... tout le temps que j'ai connu Marcellin qui écrit. J'ai connu Marcellin dont les écrits m'ont toujours mis dans un état second. Parce que ça faisait peut-être écho dans mon cœur, mais ça me parlait surtout. Nous, on était étudiants quand on avait le groupe des messagers et qui était composé de beaucoup d'autres qui n'ont pas continué à écrire. Je pense que parmi peut-être une vingtaine de jeunes qui se sont regroupés, comme Gelma le fait maintenant, nous, on était peut-être 20 ou 30 et on animait chaque jeudi à la chaîne 2. Il y a finalement 3 ou 4 personnes qui ont continué à écrire, parmi lesquelles Modibo Konaté, paix à son âme,
Mahaman Sissé, qui est aujourd'hui douanier à Sikassou, Marcelin Issaka Traoré et moi. Fatma Taba, qui avait une belle plume, ils ont tous abandonné. C'était un rêve, c'est aussi un idéal. Nous sommes des idéalistes peut-être. Nous savons que la plume ne nous fera pas vivre, mais nous avons continué à écrire. Mais Marcelin ne voulait pas éditer. Et c'est un point de désaccord qu'on a beaucoup entretenu parce que je disais, je ne comprenais pas qu'on écrive pour soi. Exactement quand il dit qu'il est simple, qu'il est incompris, c'est un point d'incompréhension que je ne suis pas arrivé à comprendre. Mais heureusement qu'au bout du temps, il a accepté d'être publié. Mais tenez-vous bien, tous les recueils que Marcelin écrit, il me remet, il imprime, il me remet. Et je possède tous ces recueils de poèmes dans ma bibliothèque depuis 25 ans, comme il l'a dit, mais jamais il n'avait accepté de publier. Et moi, je sais que sa plume peut être une plume de référence pour ces jeunes-là, Adama, Kanfo et tous ces jeunes-là qui écrivent de la poésie. Ça peut les aider peut-être à aller trouver une référence et à s'inspirer, à s'y inspirer et à écrire. Il fallait faire ce travail-là. Et donc, j'ai une pensée aujourd'hui pour notre ami Robert Adama Dissa, n'est-ce pas, qui a perdu sa maman et qui est d'habitude l'animateur de cette émission, mais que nous allons vous retrouver. Désormais, Oumar, on est content que vous soyez là, et parce que vous avez une belle voix, vous avez l'habitude aussi des émissions interactives. Nous sommes contents que vous soyez là, nous serons avec vous et nous allons vous accompagner pour qu'on aille ensemble à bon port. Je voulais faire ce clin d'œil à Robert pour lui dire qu'on pense à lui. Le Train est une émission qui va être publiée et diffusée pendant 1 mois sur la radio Djoliba, tous les jours à 14h et je pense aussi la nuit à 21h. Oumar, il faut penser à donner les heures. Donc c'est une émission qu'on enregistre aujourd'hui mais qui va passer très très longtemps. Une question à l'auteur, et cette question me tient à cœur. J'ai toujours aimé les poésies de Marcelin, mais j'ai aussi aimé sa plume de nouvelliste, parce que sa plume de nouvelliste a quelque part de la poésie en son sein, mais il est plus poète que nouvelliste. Est-ce que si Marcelin peut nous dire aujourd'hui, est-ce qu'il a un choix particulier pour les genres littéraires? Pourquoi la poésie de façon spécifique? Et est-ce qu'il se sent à l'aise plus en poésie qu'en nouvelle? Est-ce qu'il a en perspective de faire un jour le roman? Voilà, ça c'était mes questions. Merci. D'autres interventions? Monsieur Koné là-bas. Est-ce qu'il y a un micro pour lui? Voilà. Alors bonsoir. Youssouf Koné, journaliste culturel. Alors, ma question est de savoir, vous l'avez évoqué tantôt, que vous écrivez pendant vos périodes de douleur. Alors, est-ce que si nous prenons cet ouvrage, est-ce que cet ouvrage reflète forcément ces moments de douleur, seulement ces moments de douleur que vous évoquez? Et est-ce que, pourquoi parlons ici, n'est-ce pas, d'espoir? Et la deuxième question, ça concerne le deuxième titre de l'ouvrage, Clair-Obscur. Est-ce que, pourquoi il y a une sorte de contradiction dans ces titres? Pourquoi le choix de ces titres-là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Parce qu'il y a des mots qui sont vraiment des mots qui sont l'un aux antipodes de l'autre. Voilà. C'est un peu ça. Clair-obscur. Clair-obscur. Ce serait tout? D'accord, donc on va répondre rapidement à ce premier groupage de questions. La première question venait de M. Adama Sidibé qui avait justement demandé la définition du mot liberté. Ma définition. Oui, votre définition. Si je comprends, voilà. Voilà. Donc vous voulez savoir quelle est lui sa conception par rapport à la liberté. Allez-y, M. Traoré. Je l'avais abordé un peu parce que j'ai dit que Alou Kamisoko, avec son recueil Soif de liberté, il a vraiment soif de liberté. Et la liberté ne peut que s'exprimer en termes de soif. On n'est jamais rassasié, puisque finalement la liberté là, on ne l'a jamais. On tend vers la liberté. D'où le mot
qui est un faisceau de lumière. C'est comme une lueur comme ça. On essaie de suivre la lueur là, on suit en vain, on se croit avoir conquis un peu de liberté, mais ce n'est pas encore de la liberté. On veut toujours de la liberté. Est-ce que cette liberté, on l'a finalement? Moi, je me dis non, c'est un rêve, c'est un idéal. Mais au moins, ça ne veut pas dire qu'on ne poursuit pas cette liberté-là. On essaie de cheminer vers la liberté, mais cette liberté, on ne l'a jamais. Ça, c'est ma façon de voir. La deuxième question, c'était par rapport au moment d'inspiration. Est-ce qu'il y a un moment précis où vous tirez votre source d'inspiration? Non, il n'y a pas de moment précis. Mais j'écris beaucoup pendant le soir. Très tard même. Très tard. Souvent, en dormant, je m'éveille. Parce qu'il y a l'inspiration qui me vient. Je m'éveille. Et je commence à écrire. Et à tout moment, j'écris aussi. Hein. Et je l'ai dit, il y a beaucoup de poèmes que j'ai perdus. Hein. Il y a beaucoup de poèmes. C'est encore un autre sujet de conflit entre moi et Mme Niaré. Parce que souvent, en me promenant, il y a l'inspiration qui me vient. Je cherche un bout de papier par terre, des paquets de cigarettes par exemple. Je cherche un stylo, j'écris et finalement je le perds. Elle dit que je suis désordonné, je l'accepte. Je suis peut-être désordonné, mais je ne maîtrise pas mon inspiration. C'est comme ça. Et souvent même je rêve. C'est dans le songe que ça me vient. J'écris. Et je vous ai dit que j'ai une plume prémonitoire. Chaque fois que j'ai des songes et que j'écris, ces choses-là vont se réaliser. C'est une réalité. Oui. Je ne l'avais pas compris, mais au fil du temps, j'ai découvert et j'avais peur. Voilà. Très bien. Alors, je pense que M. Sidibé a eu satisfaction. À sa suite, Fatmata avait fait une contribution et au-dessus de laquelle elle a posé une question. Poésie ou nouvelle? Voilà, c'est bien ça, hein? Voilà. Votre préférence? Bon, j'ai écrit une nouvelle. C'est vrai. Rien que pour Arlette? Rien que pour Arlette. Ouais. Oui. Et c'est un songe qui m'a fait vraiment trembler et je me suis levé, je l'ai écrit en une nuit. En une nuit. Voilà. Et dans ce songe-là, on m'appelait à écrire pour ceux qui souffrent. Qui est Arlette ici? Je ne sais pas. C'est venu comme ça? C'est une femme comme ça. Arlette m'est venue comme ça, je ne sais pas trop. Et qu'est-ce que vous Mais à l'époque, quand même, j'avais fait un tour au Burkina Faso. Ok. J'ai connu une certaine Arlette comme ça. Comme ça? On était parti prendre une glace comme ça. Elle nous a servi, elle s'appelait Arlette. Peut-être que c'est venu comme ça, je ne sais pas. Que dites-vous dans ce poème Rien que pour Arlette? Non, c'est pas un poème. Oui, une nouvelle, oui, je veux dire, une nouvelle, oui. C'est dédié à tous ceux qui souffrent, surtout ceux qui souffrent dans l'enfance. J'ai parlé notamment de... Il y a encore mon papa qui revient, j'étais très lié à lui. Et pour une fois, vous ne parlez pas de vous dans ça? Parce que vous dites que c'est écrit pour tous ceux qui souffrent. Mais ce n'est que moi. Je souffre, je suis parmi eux. Okay. Voilà. Je suis leur souffre-douleur, en fait. Voilà. Parce que tenez-vous bien, même dans mes poèmes, c'est écrit dedans. Tenez-vous bien, quand je faisais mon CEP, c'était le 2 juin 1982. Quand je faisais le CEP, c'est ce même jour que mon papa est allé en prison. Ça m'a marqué. Sinon, moi, j'étais vraiment belliqueux à l'école, tout ça. Le directeur, tous les matins, le directeur... Et la prison du papa, vous l'avez vu dans le songe? Non, je ne l'ai pas vu en songe. Ah, ok. Voilà. Okay. Mais ça m'a d'abord marqué. D'accord. Et ça m'a marqué. Dans la nouvelle, là, je l'ai dit, on entre en prison, mais on n'en ressort jamais. On laisse toujours quelque chose dans la prison. Et j'ai dit, je suis allé en prison en même temps que mon papa. Lui, il en est ressorti, mais moi, je suis toujours en prison. Quelle est cette prison dont vous parlez donc? Je suis en prison parce que je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Je suis comme dans une cage. Et qu'est-ce qui vous manque? Je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas à l'aise. Okay. C'est pourquoi je suis fréquemment triste. Et c'est pourquoi il y a une dose de tristesse dans tout ce que j'écris. Voilà. Il m'arrive très rarement d'écrire quelque chose de joyeux. Très rarement, mais ça m'arrive souvent. Ok. Je pense que Fatmata a eu gain de cause par rapport à sa question. Elle avait demandé aussi si je vais écrire un jour un roman. Okay. Je ne pense pas.
Parce que je n'ai pas ce talent-là. Je ne l'ai Pensez-vous pas que vraiment. vous n'avez pas le talent Non, je ne d'écrire l'ai un pas. roman? Je ne l'ai pas. Pourtant, Parce que quand Fatoumata- je lis les romans de Fatoumata, je me dis, moi je ne peux pas. Je ne peux pas, hein. Et qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne pouvez pas écrire un roman comme Fatoumata? Mais je ne peux pas, parce que la trame, tout ça, parce que pour un roman, il faut la trame, il faut une histoire. Hein. Ça évolue. Mais Il y a un début. vous manquez pas d'histoire, M. Traoré? Non, moi je ne sais pas raconter des histoires. Ah, d'accord. Non, moi je ne suis pas de ce genre-là. Hein? Moi quand même, je fais des rêves, j'imagine des choses, je veux créer mon monde à moi. Moi je sais le faire. Mais écrire une trame, une histoire comme ça, moi je ne sais pas le faire. Même si je regarde un film, raconter à quelqu'un de quoi parler le film, moi je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas. Bien que à l'école, j'ai fait la narration, tout ça, mais c'est pas mon fort. Pourtant, vous avez une histoire à raconter, vous. Votre histoire. J'ai beaucoup de choses à raconter. Je voulais même rapprocher Fatoumata pour qu'elle écrive un roman pour moi. Écrire un roman? C'est curieux, hein? C'est vraiment curieux, parce que je n'en ai pas le talent, sincèrement. Alors, rapidement, nous allons enchaîner avec la question de M. Kone. Je pense qu'il a posé la question suivante. Pourquoi le choix du livre 2, Clair-Obscur de notre conscience? Voilà, clair-obscur. Il a bien fait de le souligner, parce que clair et obscur, hein, c'est comme des antonymes, n'est-ce pas? Voilà. Contraste. Voilà. Mais clair-obscur, c'est... En gros, ça a été un mouvement hein, dans la peinture. C'est-à-dire, ce mouvement alliait ombre et lumière. Hein. C'est que dans les peintures et autres, il y a à la fois l'ombre et la lumière. Je vous ai dit que tout le problème ou l'essentiel des problèmes que nous vivons, ce sont des problèmes de conscience. Clair-obscur de notre conscience, parce que moi je pense que nous avons une conscience mitigée. Ce n'est ni noir, ni clair. Donc on est à cheval entre le bien et le mal, on est à cheval entre de bonnes intentions et de mauvaises pratiques. Hein? Voilà, donc c'est un clair-obscur. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de noter la première question. Rapidement, M. Kone, ça portait sur quoi? Oui, et... Allez-y. La première question, c'était de savoir, et comme il dit qu'il écrit généralement à cette période, dans ce moment difficile, des moments de douleur. Alors, est-ce qu'il a écrit aussi des poèmes qui exercent, n'est-ce pas, ces moments de bonheur aussi? Au-delà même des poèmes dédiés à la souffrance. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire vos bons moments en un mot, quoi? Oui, il m'est arrivé d'en écrire, hein. Mais c'est pas beaucoup. Sincèrement, c'est pas beaucoup. Voilà. Parce qu'il faut que je vous dise un peu, il y a un point là. Si je ne le dis pas, vous allez perdre l'essentiel de ce que je fais et de ce que je suis. Je vous ai dit que depuis que j'étais à l'école primaire, depuis que j'étais au primaire, j'avais un carnet intime. Parce que je ne suis pas de nature à trop parler. J'écrivais ce qui m'arrivait. Voilà. Pour évacuer, et de temps en temps, je revenais, je les lisais. Pour savoir dans 2 ans, 3 ans auparavant comment j'étais. Donc, il a fallu que j'arrive en 11e année. C'était effectivement en 1990. J'ai un camarade de classe. Actuellement, il est en France. Ganda Diallo. Lui, il a écrit un poème qui s'intitulait « Désespoir ». Comme j'étais brillant hein, en lettres, il m'a confié ce poème-là pour que je le corrige au besoin. Et sinon, que je donne mon impression là-dessus. Quand je l'ai lu, ma première impression, c'était que c'était vraiment triste. Curieusement, hein. J'ai trouvé que c'était très triste. Maintenant, moi, au lieu de corriger quoi que ce soit, j'ai répliqué. Et le poème de réplique, c'était « Espoir ». Donc maintenant, quand je lui ai remis son poème « Désespoir » et mon poème « Espoir », quand il l'a lu, il m'a dit « Marcelin, ne cesse jamais d'écrire parce que tu es un véritable poète ». Et ça m'a fait revenir à l'idée, une phrase que mon papa avait l'habitude de me dire, sans savoir que j'écrivais à l'époque. Parce que mon papa me disait, je cite, « On est poète, le verbe naître,
on est poète, mais on devient orateur. C'est-à-dire que l'art oratoire s'apprend, mais la poésie est innée. Quand mon camarade de classe m'a dit que je suis un véritable poète, je me suis dit, ah, mon papa m'a dit qu'on est poète. Peut-être que je suis né poète. Je suis revenu à tout ce que j'écrivais. C'est en ce moment que je les ai transformés en poèmes. Et c'est pourquoi je vous ai dit que tous mes poèmes ont un rapport étroit avec ma vie. Voilà. Et en fait, je l'ai dit quelque part, j'ai enlevé de la poésie sa robe. Je l'ai dit, c'est dans un des poèmes. Quand vous lirez, vous allez comprendre. Voilà. Merci donc à M. Marcelin Isiaka Traoré, que je vous demande de ovationner, mesdames et messieurs, du passage. En tout cas, nous sommes vraiment désolés et nous sommes pris par le temps. Il va falloir passer au second, au second train. Voilà, tout à l'heure, nous avons donc rendez-vous avec le docteur Moussa Sanogo. Nous sommes vraiment désolés d'arrêter cette aventure ici avec M. Marcelin Isiaka Traoré. Évidemment que la discussion pourra se poursuivre dans les coulisses si vous voulez bien. Nous sommes vraiment pris par le temps. En tout cas, merci d'être passé à bord de ce train, M. Marcelin Isiaka Traoré. Alors, quel est votre mot de la fin pour le public venu vous accompagner? D'abord, c'est à moi de vous remercier. Voilà, j'étais tranquille dans mon coin à Kati. Vous m'avez amené pour que je partage un peu ma façon de voir. Ça, c'est un réel plaisir. Je remercie aussi Mme Nyare Fatoumata Keïta qui a tenu à tel point que j'ai finalement accepté ce qui était inacceptable pour moi. Je remercie Fatoumata encore une fois. Voilà. Je remercie tout ce public-là qui a pris intérêt à ce que j'ai dit. Parce que je ne suis pas un être extraordinaire, je suis comme eux, je suis comme tout le monde. Et on a eu pendant presque une heure, pendant presque une heure, on a échangé. Ça m'a fait plaisir. Je remercie tout le monde. Et je souhaite aussi que le temps de M. Sanogo se passe très bien. Et merci. Je vous en prie. Ça a été donc un réel plaisir pour moi de vous présenter ce premier train à bord duquel il y avait justement M. Marcelin Isiaka Traoré, poète, enseignant, nouvelliste, et j'en oublie volontiers. Merci à vous d'être passé à bord de ce train. Vivement donc d'autres aventures avec M. Traoré. Merci.